ainsi que l'emploi et les formations adaptées. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Enghien, pratiquement la fin de la matinale, mais juste avant, nous retrouvons l'horoscope avec Angélique. Bonjour. Lance, une prime va revaloriser votre motivation. Bonjour. Bonjour. Christophe qui fait la matinale, 7h, 9h. Et vous y arrivez. Gémeaux, écoutez votre petite voix pour naviguer. Voilà, donc Alexandre Montet et Patrick Montgillon. Cancer, la devant vous. communication n'a aucun secret pour vous et vous serez d'humeur enjouée. Lion, Enchanté. grâce à votre charme et votre Alors, diplomatie, vous mettez bien le micro proche, bien sûr, de votre vous réussissez bouche, c'est mieux. à la transition de plus en Mais plus. mettez-le suffisamment à votre hauteur pour pas vous pencher, enfin pour être à l'aise, quoi. Négociation Hein. que vous allez convaincre les plus réticents. Scorpion, vous abordez un changement important qui vous touche sur le plan financier. Sagittaire, vous allez faire la fête avec de vieux amis, regardez seulement où vous marchez. Capricorne, vous devez choisir entre deux relations affectives, l'ancienne et la nouvelle. Verseau, vous avez peu de temps, mais les moyens financiers de On est mettre en en place retard, un je vois. projet. Poisson, vous remportez Oui. une Oui, on est en satisfaction retard. professionnelle qui améliore vos finances. En Une très principe, belle c'est journée. des infos. Merci Angélique. 9h01, vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr. Le flash valoisien avec Hugo Moulio, 98 FM. Une a été récompensé d'une médaille d'or pour acte de bravoure. C'est dans les écluses de Saint-Ouen-l'Aumône que le pompier a sauté pour secourir une fille de 18 ans. Si, mettez un peu plus fort qu'on entende. Ah, pardon. C'était On va produit bien. en novembre 2017 et a mobilisé de nombreux témoins. 15 sapeurs-pompiers impliqués dans la lutte contre l'incendie. Écoutez les infos de d'Hugo, la parce Sarcelles ont que également si été récompensés. il a préparé des 25% infos. de votants au premier tour Que des nous, municipales on a de préparé aussi, Chantilly. on Le ne dit scrutin pas les n'a nôtres. utilisé. Ce score est relativement mauvais comparé aux participations habituelles de 80% d'inscrits. Depuis la démission du maire et de conseillers municipaux, 3 sièges sont à pourvoir dans cette commune de 608 habitants. C'est Hélène Lucas, Morgane Moni et Alexandre Keta qui ont recueilli le plus de votes. Les 7 candidats se rencontreront à nouveau le dimanche 24 De juin. quelle ville il parle ? L'aéroport de Roissy mise sur les constructions automobiles. Le premier concessionnaire invité à s'installer est Audi, qui inaugure son magasin le 14 juin. C'est le groupe ADP, gestionnaire de l'aéroport et propriétaire des terrains, qui dirige ce nouveau secteur financier. Un nouveau service va Quel est apparaître pour les l'indicatif voyageurs qui vont déposer leurs clés de voiture Le dans dossier. une borne durant le stationnement. Vous avez fait un dossier comme d'habitude, Florence. Oui, je vais le mettre en place, le dossier, t'inquiète. Le service Mais départemental juste du l'indicatif, Val-de-Marne s'installe au cœur de la local. université de Cergy-Pontoise. Anciennement installé à Saint-Ouen-l'Aumône, les historiens désirent désormais plus de proximité avec les chercheurs. Les anciens locaux sont devenus inadaptés pour les 14 employés qui dirigent fouilles et travaux de recherche. Désormais rapprochés de l'autoroute et de la gare, ils doivent encore régler des problèmes de stockage d'objets à valeur historique. Et pour finir avec une page culturelle, les Ice Vous avez vu le président d'Audi s'est fait arrêter cette nuit ? Vous avez entendu ? Et alors le groupe Audi, c'est Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, je ne sais plus quoi encore. Skoda, je crois. Ils se sont jamais aussi mieux portés malgré les annonces plus 5% Merci d'augmentation. beaucoup Hugo Moulio, nous vous retrouverons à midi 10 pour un autre point sur l'actualité proche de chez vous, l'actualité valoisienne. Elle se poursuit dans un instant avec notamment le mouvement des entreprises à taille intermédiaire. Nous allons parler de ce thème avec Florence Sueur dans le cadre de son émission Le Bar de l'économie. Très bonne émission Florence, votre Merci. journée se poursuit sur IDFM Radio Enghien. C'est parti. Bonne émission. Merci Christophe, bonne journée. À tout à l'heure. On y va. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci de nous suivre au bar de l'économie, soit en FM, par internet ou en vidéo via notre page Facebook. Voilà désormais 10 ans que la catégorie ETI, entreprise de taille intermédiaire, existe. En 2008, la loi de modernisation de l'économie a donné une définition statistique à cette réalité entrepreneuriale française. Implantée pour les 2/3 en région, les ETI façonnent l'activité de la France et notre exportation. Majoritairement industrielles, elles investissent, innovent et aujourd'hui, elles emploient 25% des salariés français. Alexandre Montet, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI, comme on dit, après avoir occupé la fonction de directeur de la communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et vous connaissez bien le fonctionnement d'un ministère car vous êtes passé
par les fonctions de conseiller technique puis directeur de cabinet. Alors ensemble, nous parlerons donc des fameuses entreprises de taille intermédiaire, de leur rôle dans l'économie, ce qu'elles sont, ce qu'apporte votre association Le Métier, et puis bien sûr de la loi Pacte qui a été présentée hier comme prévu au Conseil des ministres. À vos côtés, Patrick Montgillon, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes vice-président de France Qualité. Avec vous, nous allons évoquer le Congrès européen de la qualité que vous organisez à Paris cette semaine, jeudi et vendredi, les 21 et 22 juin. Dans 2 jours. Tout de suite, les infos à retenir. L'addiction au jeu a été retenue comme maladie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais alors, la pathologie est bien définie. Il s'agit d'une priorité accrue, comme ils ont dit, et prolongée, ayant des conséquences sur les activités personnelles, familiales, sociales et professionnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Allez-vous vous demander ? Elle doit se manifester sur une période d'au moins 12 mois, quand la personne joue tellement que d'autres centres d'intérêt et activités sont délaissés, y compris le sommeil et les repas. Seconde info du jour, la deuxième édition des portes ouvertes de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ce jeudi 21 juin, donc après-demain de 9h à 13h, est lancée par Émilie Ivandekix, vice-présidente du conseil départemental du Val d'Oise, déléguée au handicap et présidente justement de la MDPH. Elle ouvre les portes pour découvrir les missions, son fonctionnement, le parcours d'un dossier, anticiper le passage à l'âge adulte, la scolarisation des enfants en situation de handicap, l'insertion et la formation professionnelle et les droits des adultes dans cette situation. Donc allez-y, c'est jeudi à partir de 9h jusqu'à 13h. Troisième info, vous avez jusqu'au 6 juillet pour concourir au 4e prix pour les dirigeants. Et oui, c'est pour une fois, je ne vous annonce pas un concours pour les entreprises. C'est EIM et KPMG qui lancent la 4e édition du prix des 100 jours qui récompense les dirigeants ayant le mieux réussi leur prise de fonction. Il faut bien en parler pour une fois qu'on s'intéresse aux dirigeants. Le critère, être nommé depuis moins de 2 ans et avoir mené de façon exemplaire les 100 premiers jours de votre prise de fonction, période décisive pour imprimer votre marque, fixer le cap, mais obtenir l'adhésion dans une organisation. Alors les qualités qui vous seront demandées, sens de l'écoute, force de décision, courage, empathie, cohérence dans l'action et la communication, ou encore capacité à définir et à faire respecter les valeurs fondamentales du travail collectif. Voilà les critères de sélection. Pour candidater, c'est tout simple, par mail, soit à EIM, alors c'est prix 100, le chiffre 100, jour au pluriel, @eim.com, ou alors à KPMG directement, fr-prix 100, toujours le chiffre, jour au pluriel, @kpmg.fr. Le prix sera décerné le 8 octobre, mais tout de suite, on part pour notre pause musicale du jour, et je vous propose toujours notre promenade en jazz pour les 15 jours qui viennent, Diana Krall avec Love. Charlie, si vous mettez le casque, vous m'entendez pas quand je veux vous faire signe. Si, Mais non, parce que vous regardiez là-bas. Je regarde parce que regardez ce qui se passe. C'est quoi ? J'ai pas envie qu'il nous coupe. C'est arrivé qu'il est en train de mettre tout en ligne, Christophe. Et l'autre jour, il a tout coupé. Il a tout coupé. Bon. Il a coupé Ok. l'émission. Oui, le milieu. Ah oui, c'est un peu gênant. C'est pour ça que si jamais je coupe ici, qu'on prenne la main. Ça, c'est pour demain. C'est très bien. Combien de temps je vous laisse, Florence ? Bon, on va laisser 2 minutes quand même. On va pas lui couper le sifflet puisque nos invités adorent Diana Krall. Et puis c'est vrai que c'est très beau. Je vais l'avoir rencontré au Palais des Congrès. Elle Il s'est... y a longtemps. Elle s'est produite ici aussi, mais cette année elle vient pas. Elle est avec Elvis Costello, non ? C'est ça ? Je pense que c'est son mari. Je sais pas qui c'est son mari, moi. Ah bon ? Je sais qu'il écrit de la musique, mais je confonds parce qu'il y a une autre artiste aussi. Enfin, il y en a beaucoup, quoi. C'est normal. Elle a fait un album là, qui était excellent avec Marc Ribot, qui est un guitariste de jazz new-yorkais. C'est excellent. Ouais. Il y a un truc qui chante. Pardon ? Il est en train de nous couper le sifflet, là. Ah, Non, mais je pense qu'il va mettre l'heure... Non mais sinon, Charlie, pendant qu'on parle, vous montez le voir pour être sûr que si ça va pas, vous montez. je coupe ici.
D'accord. Bonjour pour l'instant. Je prends la main de C'est Foucault. Et quand vous allez me redonner la parole, s'il vous plaît, ne coupez pas la musique d'un coup, Non, non. baissez et je parle dessus. D'accord? On a 20 secondes pour les 2 minutes. Ok, dans 20 secondes, on reprend, ça veut dire. Et c'est à vous. Ça veut dire ça. Alors, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Enfin, bref, pas trop long les brèves. Hein. Ah, c'est en dernier, les brèves, c'est en fin d'émission. Ah, 10 secondes. Enfin, parce que je vais vous... C'est juste avant la fin, de manière à vous laisser 1 minute de conclusion après ces infos, et après on rend l'antenne. On y va, Florence? Et on rend l'antenne à 57. Je vous laisse la musique en fond. Hein. Ouais. Eh bien, nous revoici de retour. Vous venez d'entendre Diana Krall avec son nouveau titre, la reprise de Love. Alors, on espère une reprise de la croissance, ce qui entraînerait une reconstitution des marges, une hausse des investissements, une baisse évidemment du chômage, etc. Donc tout l'enchaînement économique qui s'installe. Et en l'espace de 2 quinquennats, la France n'a donné naissance qu'à 1200 ETI nouvelles. Pour encourageant qu'il soit, ce rythme est trop lent, dit-on, pour combler le retard accumulé sur nos voisins européens. 4600 ETI existent en France contre 12 500 en Allemagne, 10 000 au Royaume-Uni et 8 000 en Italie. Alors, Alexandre Montet, vous êtes le délégué général du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce qu'une entreprise de taille intermédiaire? Quels critères? Alors, c'est une entreprise qui a été définie, comme vous l'avez rappelé, statistiquement par la loi de modernisation de l'économie. C'est une entreprise qui font entre 250 et 5000 salariés, qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des entreprises, en fait, qui sont des entreprises qui forment l'ossature industrielle de notre territoire, des entreprises, comme vous l'avez rappelé, qui ont 61% de leurs sièges sociaux hors de l'Île-de-France, 75% des sites de production. C'est la force de projection de l'industrie française à l'international. Vous avez, c'est quelque chose qui n'est pas connu du grand public, pas connu des auditeurs, ce sont des entreprises, on a des champions en France, pas seulement parmi nos grandes entreprises, on a des champions des services et de l'industrie. Nous comptons parmi nos champions, lorsque vous prenez l'avion, lorsque vous vous déplacez à l'étranger, il y a de fortes chances que vous soyez assis, que les fixations de vos sièges d'aviation soient le fait d'une ETI française. Lorsque vous ouvrez une bonne bouteille de vin, il faut savoir que ici en France, mais aussi à l'étranger, vous avez le tracteur qui a permis de traiter la vigne est le fait d'une ETI française. Lorsque vous allez chez le dentiste partout autour du monde et que vous avez une anesthésie pour que ça vous fasse pas mal, là encore c'est une ETI française qui est derrière tout cela. Donc on a des champions. Notre objectif, nous au METI, c'est de faire en sorte que ces champions soient connus et reconnus, à la fois par les pouvoirs publics et à la fois par l'opinion publique. Il n'y a pas de raison de désespérer. La France est une grande nation économique. Elle a juste une anomalie fondamentale, c'est qu'elle manque d'ETI. C'est la principale anomalie de notre tissu économique français. Pour le faire court, on a 3 millions d'entreprises en France, 2,9 millions de TPE, 140 000 PME, 5 800 entreprises de taille intermédiaire et 240 grands groupes. On a à peu près le même nombre de grandes entreprises qu'en Allemagne. On a à peu près le même nombre de PME, mais on compte 3 fois moins d'ETI que nos amis allemands. On compte 2 fois moins d'ETI que nos amis italiens. Il y a 10 000 entreprises de taille intermédiaire au Royaume-Uni. Il y en a 73 000 aux États-Unis. Donc voilà, c'est ça l'enjeu, c'est de faire en sorte que on ait en France un tissu d'entreprises de taille intermédiaire qui font l'emploi, qui font l'investissement dans les territoires et qui font aussi notre force de projection et notre balance commerciale soit plus nombreuse. L'objectif de notre mouvement, c'est de muscler le moteur économique France. Alors, quelle est la différence entre une PME et une ETI? Parce que c'est là où la frontière est un peu plus difficile à cerner. Alors, une PME, la statistique l'a fait arrêter à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une ETI, c'est une PME qui a grandi, qui a grossi, qui s'est projetée, là encore, à l'international. Globalement, le fait générateur, lorsque vous basculez de la PME à l'ETI, vous pouvez le faire par croissance organique, mais ça prend du temps. Vous le faites aussi par ce qu'on appelle de la croissance externe, c'est-à-dire que vous rachetez des sociétés. Généralement, ce que font les PME qui deviennent ETI, rachètent une entreprise à l'étranger, ce qui leur permet d'aller capter un marché particulier. Il faut savoir que les entreprises de taille intermédiaire sont des entreprises très spécialisées dans leur domaine. Vous parlez tout à l'heure de l'anesthésie dentaire, je vais vous parler aussi de la fixation pour l'aéronautique, je peux vous parler d'autres produits. On est vraiment sur des marchés, ce qu'on appelle des marchés de niche, des marchés très focalisés, ce qui fait que la France est un périmètre
P3 pour permettre à ces entreprises de se développer. Donc il faut qu'elles aillent à l'international. Le fait générateur, la bascule de la PME à l'ETI est souvent une acquisition à l'international qui peut être modeste, mais qui permet de prendre pied, de faire une base arrière pour conquérir de nouveaux marchés internationaux. Alors la plupart de ces entreprises, vous disiez, ne sont pas connues du grand public parce que je suppose qu'elles ne sont pas cotées en bourse. Non, alors effectivement, même si le grand public n'a pas forcément les yeux rivés sur les cours de bourse, c'est essentiellement, comme je le disais, elles sont souvent sur ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire du business to business. On est sur des produits qui sont des produits généralement des techniques et professionnels, des biens intermédiaires de l'industrie, comme on appelle ça là. Et puis elles sont plutôt basées dans les territoires, ce qui fait qu'elles ne sont pas connues du grand public. Enfin, elles ne sont pas connues du grand public national, mais que lorsque vous sillonnez les routes nationales, même les autoroutes françaises, ou lorsque vous êtes dans certaines régions, compte tenu de leurs investissements, compte tenu aussi c'est la grosse entreprise locale, si j'ose dire, dans les territoires, et donc elles sont forcément connues. Elles sont reconnues. Mais à l'échelle, c'est vrai qu'à l'échelle nationale, il leur manque encore de la visibilité, et c'est pour ça que nous y travaillons très activement. Alors justement, pour leur donner de la visibilité et pour que vous puissiez les aider, qu'est-ce que vous faites? Qu'apporte le métier? Alors globalement, on a 3 grands axes de travail. Le premier, c'est de faire en sorte, vous savez, globalement, quand on regarde la PME dont on parle, dont le journaliste parle, etc., a été créée au tournant des années 30. Le PME, c'est 1936, ça a déjà quelques années. L'ETI a 10 ans, donc c'est un travail d'acculturation lente. Nous, notre objectif, c'était de mettre dans le débat public ces entreprises qui étaient totalement en dehors du radar, à la fois de l'opinion, mais plus inquiétant, sous le radar de la puissance publique. Ce qui fait que l'État, les ministres de l'économie successifs, prenaient des législations, des règlements qui étaient absolument pas adaptés à cette taille d'entreprise. En particulier, on est dans un pays colbertiste où l'État est assez puissant et centralisé et qui a tendance, comment dirais-je, à dicter ou à concevoir la politique industrielle. Mais basé sur des grands groupes, c'est ça que vous voulez nous dire? Avec un système de référence qui est très, très largement autour du grand groupe international. Et on a des très très beaux fleurons, des très beaux grands groupes en France, et on peut s'en réjouir. Ce sont des atouts dans la mondialisation. Bien sûr. Pour autant, parce qu'il y a ce système ESCAP de référence autour du grand groupe, on a un petit peu négligé ces entreprises de taille intermédiaire. On les a pas pris on les a pas suffisamment identifiés, ce qui fait qu'on a mis en place un certain nombre de lois, un certain nombre d'obligations, notamment de contraintes administratives qui étaient totalement inadaptées à cette catégorie. Et donc c'est ça notre premier objectif, c'est de faire en sorte que dans le débat public économique, on reconnaisse la contribution majeure des entreprises de taille intermédiaire, et puis le fait que la France que la France a des atouts à travers ces entreprises et peut revenir dans la course de la mondialisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire en sorte, le deuxième pilier de notre action, c'est de faire en sorte que la puissance publique mette en place une politique économique à la fois dynamique, qui respecte la croissance. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des sujets autour des seuils que la loi Pacte va amoindrir, voire pour certains supprimer, mais pour que le continuum de croissance d'une entreprise soit le plus fluide et le plus direct possible. Ça, c'est le deuxième point, faire en sorte que la puissance publique mette des lois, des textes adaptés à cette catégorie d'entreprise. Puis notre troisième élément, c'est de faire des propositions concrètes pour densifier ce qu'on peut appeler le Mittelstand français, en référence à nos voisins allemands. Ce qui fait la force, juste deux chiffres, on a 12 000 ETI en Allemagne, c'est elle qui porte 80% de l'excédent commercial allemand. L'excédent commercial, c'est les choses en plus dans la balance commerciale allemande, c'est 250 milliards d'euros. Nous sommes à moins 60 milliards d'euros. Oui, mais nous, on n'a pas la même structuration. Eux, ils sont en territoire, c'est-à-dire en fédération de territoires, alors que nous, on est complètement centralisés et on tend à se recentraliser encore et à enlever aux départements leurs compétences économiques. Je ne sais pas si ça joue au niveau du département ou au niveau de la région. Toujours est-il que l'approche, vous avez raison de pointer cet élément, l'approche régionale, le fait qu'on laisse, déjà que ces entreprises soient bien perçues par la puissance publique, est indéniablement un atout chez nos voisins.
Alors, autre sujet que vous nous avez annoncé, c'est ce fameux système de référence, je suppose à Bercy, en tout cas au ministère de l'économie, qui ne finalement faisait référence qu'aux grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce que ce système de référence, ce qu'il permet de faire? Globalement, non, c'est plutôt un cadre de pensée en fait, hein, c'est-à-dire qui tient à l'histoire et à la culture Française. À la culture française, hein, mais qui n'a pas assez pris en compte la diversité de notre tissu économique. C'est assez bien fait par les PME. Et ce qu'on peut voir là très récemment, que ce soit les ordonnances portées par la ministre du Travail, que ce soit même ce projet de loi Pacte, il y a un rééquilibrage à l'œuvre. Il y a un rééquilibrage dans la conception de la politique économique autour des TPE, autour des PME. On a compris l'obstacle que pouvaient constituer des seuils. On a compris également, je pense, ce que les problèmes de compétitivité que posait la complexité administrative en France. 400 000 normes, c'est totalement, délirant, hein, sur certains aspects pour les entreprises plus petites qui n'ont pas la surface financière et les ressources humaines pour porter cette complexité. Alors il y a ce mouvement qui est à l'œuvre, hein, qui permet de rééquilibrer la politique économique. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit davantage à l'œuvre pour les entreprises de taille intermédiaire, ce qui ne semble pas être totalement le cas. Donc il faut encore un petit peu se faire entendre. C'est un travail de pédagogie, c'est un travail de conviction auprès des pouvoirs publics qui passe par l'illustration, par l'exemple, en montrant. Nous, c'est vraiment notre manière de faire, hein. Pas forcément dans les grands discours, mais dans les cas pratiques, voilà très concrètement ce qui se passe. Si vous prenez on fait beaucoup d'études d'impact sur ce que porte le gouvernement et comment les entreprises de taille intermédiaire peuvent amortir ou pas des chocs de complexité. Donc ce qui veut dire que vous risquez d'être auditionné après l'Assemblée nationale ou le Sénat. Oui, on a contribué très activement au projet de loi Pacte. Hein. Il faut saluer d'ailleurs ce travail de consultation qu'a souhaité le gouvernement. Hein. Il y a eu 3-4 mois de travaux avec de nombreuses auditions. On a fait 23 propositions, notamment, j'y reviendrai si vous m'en laissez me donner l'occasion, bien sûr, on va y pour les revenir questions de transmission d'entreprise, dans quelques minutes. Voilà, mais bien sûr, et on souhaite d'ailleurs pour faire en sorte que ce texte soit davantage adapté aux entreprises de taille intermédiaire, on va prendre notre bâton de pèlerin et aller rencontrer les parlementaires dans le cadre du débat démocratique qui va avoir lieu à partir de septembre prochain. Alors, vous avez publié une étude sur justement les ETI comme moteur à l'emploi à l'échelle nationale. Hein, vous dites de 2009 à 2015, elles ont créé 337 000 emplois en France, soit près de 48 000 emplois par an. Et dans le même temps, les PME créaient 96 400 emplois, tandis que les grandes entreprises diminuaient leurs salariés de 80 700, ce qui est énorme. Alors en 2016, vous annoncez aussi un solde positif, pareil pour 2017. Hein. Tout à fait. Alors, le moteur de l'emploi dans ce pays, ce sont les PME et les entreprises de taille intermédiaire, avec peut-être quelques aspects qu'il faut souligner. La première des choses, c'est que quand on prend la période 2009-2013, on était en pleine crise économique, hein, avec une conjoncture qui était totalement retournée. Et ce qu'on voit dans ces entreprises de taille intermédiaire, c'est leur aspect, ce qu'on appelle en économie contracyclique, c'est-à-dire qu'elles sont à l'inverse du cycle économique et permettent de créer de l'emploi, de générer de l'emploi, alors même que la conjoncture est très défavorable. Cet aspect-là, il est assez symptomatique de l'entreprise de taille intermédiaire parce qu'il est très lié à leur mode de pensée, à la façon dont elles se développent. Ce sont des entreprises de long terme. En France, on aime beaucoup les startups, on aime beaucoup créer son entreprise. On n'a pas l'âme d'un bâtisseur, on n'a pas assez l'âme de bâtisseur, de constructeur. Les ETI sont des constructeurs. C'est-à-dire que dans les entreprises que je citais non nommément, anonymement tout à l'heure, il y a de nombreuses entreprises qui ont des existences pluriséculaires. Est-ce que ce sont des entreprises toujours familiales? Alors, ce qui confère, il faut bien, le sujet, c'est pas familial ou non familial. Le sujet, c'est qu'est-ce qui vous confère de la durée? Qu'est-ce qui vous permet de vous projeter, d'avoir une stratégie qui déborde plusieurs générations? Je rappellerai simplement, pour créer une ETI, il faut à peu près 21 ans en moyenne. Donc, vous voyez, ça déborde même le cadre générationnel, ce développement de l'ETI. Ce qui vous confère du temps, c'est la stabilité actionnariale. Vous ne faites pas les mêmes choses quand vous avez un fonds d'investissement avec un horizon de sortie à 4 ans
et notamment dans l'industrie, où les retours sur investissement, quand vous appuyez sur le bouton d'un investissement, votre retour sur investissement se fait à 5 ou 10 ans. Donc ce qui est la dimension long terme de ces ETI permet de comprendre pourquoi elles ne surréagissent pas aux crises. Parce qu'elles savent qu'à un moment donné, la conjoncture va redémarrer. Cette conjoncture redémarrant, elles ne peuvent pas se priver, elles ne peuvent pas désinvestir, elles ne peuvent pas se priver des savoir-faire et des talents. Pas ouvrir les trappes. Donc elle ne corrige pas, ce qu'on appelle en économie, elle ne corrige pas, il n'y a pas de correction de l'appareil productif, contrairement à ce que peuvent faire par exemple des grands groupes. Et ça c'est un atout pour un pays. C'est à la fois des entreprises de conquête à l'international, avec des champions, et à la fois des entreprises avec une capacité de résilience qui ont fait des airbags anti-crise. Voilà, et c'est très important. D'ailleurs, vous nous avez dit, dans votre étude, on souligne que en Île-de-France, en tout cas, les ETI ont créé 7226 emplois, et notamment en Île-de-France, elles sont tirées par le développement de logiciels, le commerce de détail, et puis le service d'aide à domicile. Donc ça veut dire qu'il y a des belles entreprises dans ces domaines-là. Alors peut-être, comme vous disiez, Alexandre Montet, peut-être que la mentalité française, mais que ce soit de nos élus ou même du français en général, on n'a peut-être pas une vision à suffisamment long terme, contrairement aux Asiatiques qui peuvent mettre 20 à 30 ans avant de développer une entreprise. C'est peut-être là aussi que vient notre défaut, si je puis dire. Je pense qu'il y a plusieurs points. Le sujet n'est pas uniquement culturel. Pour se développer, il faut avoir les marges de manœuvre pour se développer, pour bâtir. Il faut avoir des marges solides. Il faut avoir la capacité de réinvestir pour monter ce qu'on appelle monter en gamme, c'est-à-dire avoir des produits de plus en plus de qualité. Je pense qu'on y reviendra dans quelques instants sur cette question de qualité. Monter en taille et en gamme, il faut avoir la capacité d'investir. Et cette capacité d'investir, en France, elle a quand même été, pendant de nombreuses années, bridée par une surfiscalité sur l'entreprise, à la fois sur la fiscalité du capital, avec des ponctions assez énormes sur le capital, pour créer de l'emploi, pour créer des entreprises, pour leur permettre d'investir dans les robots, dans la transformation digitale, etc. Il faut du capital. Si vous taxez le capital, même le stock de capital, on avait un impôt qui était totalement stupide, en particulier pour les entreprises de taille intermédiaire familiale, c'était l'impôt sur la solidarité sur la fortune, qui taxait le stock. Vous détenez une action, vous étiez taxé sur cette action, ce qui était on était le seul pays au monde à pratiquer ce genre de fiscalité. Aujourd'hui, on a une grosse anomalie fiscale encore qui reste à traiter, et le sujet est sur la table du gouvernement, et même sur la table du Premier ministre, c'est la question de la fiscalité de production. C'est tous les impôts et taxes qui sont très haut au niveau du compte d'exploitation. En fait, la France a un système fiscal inversé. Elle prélève la ressource avant qu'elle génère de la valeur. Hein. On prélève le grain avant la récolte. Donc ça peut difficilement fonctionner. Donc c'est surtout ces sujets qu'on travaille de manière à permettre aux entreprises de libérer leur potentiel de croissance. Ce n'est pas qu'un sujet de mentalité ou un sujet culturel, la preuve, puisqu'on sait construire les entreprises, on a des entreprises qui sont des entreprises de conquête à l'international, il faut s'en réjouir. Il y a encore un certain nombre d'éléments à mettre en place pour qu'on ait un environnement de compétitivité français. On ne demande pas un environnement chinois ou asiatique, on demande un environnement qui soit pas tout à fait ou pas totalement décalé par rapport à nos voisins européens. La France continue de perdre des parts de marché dans le panier des produits, dans le panier des exportations européennes. C'est pas un très très bon signe. Hein. C'est-à-dire que la France continue de perdre du terrain industriel. Absolument. Alors que d'autres pays se redressent. Donc il y a encore un certain nombre de réformes qu'il faut mettre en œuvre. Il n'y a pas de fatalité. La France est un pays bien placé, avec des infrastructures robustes, de très bonne qualité. On forme de très bons ingénieurs. On a un système de formation initiale qui est très pertinent et très efficace. Il n'y a absolument aucune raison qu'on ne soit pas en capacité de replanter des ETI et de muscler le moteur économique. Notre économie. Antoine Montet, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. On va écouter George Benson et après on revient avec vous pour parler de la loi Pacte. Un peu technique, hein? Non, c'est très bien, mais il faut.
attendez, on est dans une émission économique. Je reçois beaucoup d'entreprises. Elles disent ce que vous dites. Hein. Elles le disent beaucoup plus, comment dire, concrètement. Voilà. Donc pour une fois, là, on fait la synthèse, c'est très bien et c'est parfait. Oui, voilà. Là, on répète ce qu'elles disent. Enfin, moi, j'ai quand même annoncé que pour l'instant, il n'y avait pas de baisse de l'impôt de production. Non, il n'y a pas de baisse de production, c'est pour 2020. Ça coûte 75 milliards, hein, le problème de la dépense publique en France. Pourquoi on raisonne à court terme? Parce qu'il faut rembourser les intérêts de la dette. Bah, oui. C'est ça qui place aussi. Pourquoi on n'a pas une politique économique stratégique? Pourquoi on ne façonne pas une politique économique? Parce qu'il y a le poids de la dette. La dette, c'est la condamnation de court terme. Il faut rembourser les intérêts. Il faut rembourser. Voilà. Mais enfin, moi je parlais de Calibor, parce que nous on a produit le tableau de bord de la qualité et on trouve les mêmes choses. Alors on va parler pendant 10 minutes de la loi Pacte, après je vous passe la parole et puis après vous interagissez tous les deux. Florence, l'ordinateur prend la main à 9h58. Oui, d'accord, très bien. Ah bah on a une minute de plus que d'habitude. Ah bon, c'est 57, oui c'est ça. Là, on passe 1 minute 50, hein. On reprend à 1 minute 50. D'accord. On va avoir du temps. Ouais. 58 secondes. Donc là, si vous voulez commenter la loi Pacte, vous aussi, surtout n'hésitez pas. Hein. Je vais annoncer 10 mesures. Ouais. Et puis après, je vous laisse commenter. Ou alors j'en annonce que 1, 2, 3, 4, 5. Il y a beaucoup de mesures. Comment ? Vous pouvez lire les 87 articles de la loi. Non, je ne vais pas dire les 87, mais... 15 secondes. Ok. C'est reparti. Enfin, avant de passer peut-être à la loi Pacte, peut-être on va rappeler pourquoi on n'est Florence, pas capable vous de êtes faire prête ? une stratégie économique. C'est peut-être à cause du remboursement de la dette. Voilà, sur IDFM, vous venez d'entendre eh bien, George Benson, bien sûr. Non, pardon, oui, c'est ça, George Benson, bien sûr, avec Give Me the Night. Alexandre, nous sommes toujours avec Alexandre Montet, délégué général du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, et Patrick Montgillon, qui est vice-président de France Qualité. Tout de suite, on va aborder la loi Pacte, mais avant, peut-être Alexandre Montet, vous nous disiez pourquoi en France, on n'a pas une stratégie, j'allais dire, d'investissement économique au niveau de l'État plus direct. C'est parce que, vous nous disiez hors antenne, il faut rembourser la dette. Oui, le sujet des pays qui développent, quand on regarde un peu comment les pays traitent leur économie, il y a une approche stratégique qui nous fait défaut en France. L'approche stratégique, elle est assez claire. Elle dit voilà, je suis à un point A, comment je vais au point B, où sont mes forces, où sont mes faiblesses, et comment je me muscle pour. Les pays l'ont fait de façon assez systématique. Le Royaume-Uni l'a fait pour se réindustrialiser. Il a choisi plutôt un positionnement d'industrie bas de gamme ou de moyenne gamme. On n'a pas eu cette réflexion en France, tout simplement parce qu'on a été fâchés pendant des années avec la question du long terme, avec la capacité de projection de notre économie dans l'avenir. Et c'est vrai qu'un des motifs de la non prise en compte du long terme est à mon sens assez lié au fait qu'on ait l'impératif de la dette à court terme. Hein. On vote le budget de l'État avec le poids de chaque année. Il y a un principe d'annualité budgétaire. On le vote avec la charge de la dette, avec la question du déficit, etc. Et tout ça ne prédispose pas une économie à se projeter. Donc il y a un souci, en particulier pour la question fiscale, il y a un souci du rendement immédiat qui nous empêche de penser des dispositifs et des mécanismes économiques qui soient plus liés au cycle économique, en particulier au cycle industriel qui est par construction du temps long. Moi, il m'arrive de visiter des sites industriels. Vous pouvez, voilà, on s'imagine assez mal. C'est formidable parce que vous avez de la sédimentation de machines, de capital fixé pendant des années et des années. J'étais récemment à Saint-Étienne sur un site industriel du textile. Vous avez à la fois la modernité avec des robots, et puis vous avez des îlots au sein de l'usine avec des savoir-faire qui sont des savoir-faire multiséculaires. C'est ça l'industrie. Moi je crois beaucoup, on est dans un débat où on a tendance à opposer les nouvelles technologies, la transformation digitale, l'intelligence artificielle,
l'artificiel, les objets connectés, etc. Ma voisine opine du chef. Mais ce que peut faire la France, c'est pour ça que on vit un moment assez comment dirais-je, assez dynamique, assez enthousiasmant, parce que la France a encore une base industrielle, elle est portée notamment par les ETI. Et l'alliance de cette base industrielle traditionnelle de savoir-faire avec les débouchés qu'offrent les nouvelles technologies aujourd'hui peut faire des étincelles et peut replacer l'industrie française dans la course. Et puis il ne faut pas qu'on perde nos savoir-faire ancestraux, justement. Exactement. Et on commence à les perdre. Une usine qui ferme, elle perd ses savoir-faire et les savoir-faire ne reviennent jamais. Et aujourd'hui, si on a des tensions sur le marché du travail avec des problèmes de recrutement sur des métiers qu'on appelle en tension, c'est parce que une partie des savoir-faire sont partis et ces savoir-faire partis, on ferme les écoles, il n'y a plus les formations, etc. Donc c'est extrêmement voilà pourquoi, important. Par exemple, on ne trouve pas de soudeurs parce qu'il n'y a plus d'école. Parce qu'on a décidé. Il y a aussi une question d'attractivité et d'appétence. On a une fausse image, une mauvaise image de l'industrie en France qu'il faut comment dirais-je, redorer. Non, mais on a décidé il y a 10 ans dans les lycées professionnels de supprimer la formation de soudeur. Voilà pourquoi on n'a plus de soudeurs. Alors que maintenant, le soudeur, c'est des métiers très qualifiés et très recherchés. Très recherchés et très bien payés d'ailleurs. Alors la loi Pacte, présentée hier en Conseil des ministres, comporte plus de 70 articles. Parmi ces mesures, je vais vous en citer quelques-unes. Vous nous direz après, Alexandre Montet et Patrick Montgillon, si certaines ont retenu vos attentions. Et puis, surtout, que manque-t-il pour vous? Alors là, je vais citer simplifier les seuils applicables, un guichet unique pour la création d'entreprises, la rationalisation des procédures de redressement judiciaire, la suppression de seuils sociaux et fiscaux pénalisant la croissance de jeunes pousses, la libération de l'intéressement et de la participation de leurs freins historiques, la modernisation des fonds d'épargne retraite, soutenir les PME à l'export, voilà, simplifier et faciliter la transmission d'entreprises, voilà quelques mesures de la loi Pacte. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dû voir toutes ces mesures hier. Et là, on est dans une dynamique qui est extrêmement positive. Hein. On fait des choses. Enfin, déjà, il y a un sujet de compréhension de quels étaient les freins à la croissance des entreprises. C'est un premier point, et c'est essentiel. Hein. La question des seuils est dans le débat public depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on parle des seuils sociaux et fiscaux. On peut se réjouir qu'au bout de 20 ans, le seuil des 20 salariés soit supprimé et qu'on donne, ça c'est une mesure que nous avions portée au METI, que nous avions intitulée le passeport croissance, qu'on donne là encore du temps à l'entreprise pour s'adapter. Et c'est ce que fait Bruno Le Maire à travers son projet de loi, notamment avec cette suspension pendant 5 ans des seuils. Et ça, c'est essentiel. L'entreprise qui bascule dans un seuil n'a pas forcément la ressource humaine, la ressource financière pour pouvoir engranger l'ensemble des obligations auxquelles elle doit se conformer. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous, au METI, donc une appréciation très positive de ce projet de loi, c'est quand même un projet de loi qui dirigeait vers les TPE et PME. Bruno Le Maire avait, ce qui est très bien, mais Bruno Le Maire avait annoncé que c'était un projet de loi pour faire grandir et grossir nos entreprises, pour densifier le Mittelstand français, hein, ce tissu de TI. Il manque sans doute quelques mesures qui soient plus directement dirigées vers les ETI. Je pense en particulier à la suppression du forfait social sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est une très bonne chose. Ça va inciter les entreprises à mettre de la participation. Mais pourquoi les salariés des entreprises de taille intermédiaire ne bénéficieraient pas de cette modulation, de cette suppression du forfait social sur l'intéressement et la participation? Le seuil des 250 salariés, là, s'applique de façon assez brutale. Et à l'heure où les ETI ont besoin d'avoir des politiques salariales ou des politiques d'attractivité vis-à-vis des nouveaux talents, vis-à-vis des jeunes qui vont être dans la transformation digitale, etc., on plaide pour, non pas forcément une suppression du forfait social purement, surtout c'est un sujet budgétaire derrière, hein, mais faire en sorte que les politiques volontaristes portées par les dirigeants d'ETI, c'est-à-dire le doublement de la participation, un accord d'intéressement plus favorable aux salariés, là il y ait une modulation, voire une suppression du forfait social. Ça ne coûterait rien à l'État, puisque c'est ce qui est donné, ces sommes qui sont données en plus, et ça enverrait un signal assez puissant à la communauté des salariés de ces entreprises. Voilà un exemple de choses. Et puis on tient beaucoup, nous on est à l'origine des pactes d'Utreil, hein, en 1995, Yvon Gattaz qui avait fondé le ASMEF, qui est devenu le METI, et il a porté ce beau combat pour la transmission d'entreprise. Il faut savoir que les transmissions d'entreprise pendant 30 ans ont été bloquées
alors même que dans les autres pays, les PME allemandes devenaient des ETI parce qu'elles se passaient de génération en génération sans frottement fiscal, etc. En France, ça a été bloqué. Nos joyaux, nos pépites ont été revendus à des groupes étrangers parce qu'on ne pouvait pas les transmettre, donc les groupes étrangers les rachetaient à bon prix. Et donc on a perdu de la substance. C'est une des raisons pour lesquelles le Mittelstand français ou le réseau de TI français est moins dense. Donc on attend avec beaucoup d'impatience le prochain projet de loi de finances. Le projet de loi de finances 2009, où les mesures de transmission, de simplification du pacte du trade, d'amélioration de ce dispositif seront portées par le gouvernement. C'est à notre sens un élément assez clé pour faire en sorte que les entreprises se développent. Merci Alexandre Montet. Patrick Montgillon, alors que pensez-vous, vous, à France Qualité, de la loi Pacte? Nous accueillons avec beaucoup de plaisir ces bonnes nouvelles récentes. J'écoutais Alexandre Montet parler avec passion des ETI. Alors nous faisons la promotion des ETI aussi à France Qualité, mais des entreprises de toute taille. Oui, vous, ce qui vous intéresse, c'est la qualité et pas la taille de l'entreprise. Oui, c'est ça. Donc ça marche aussi bien dans le privé que dans le public. C'est sur les PME ou les grandes entreprises. Donc voilà, parce qu'on a vu des beaux progrès, notamment aussi dans le service public. Ça, c'est un élément important. Nous publions depuis 2 ans Calibor. Donc Calibor, c'est le tableau de bord de la qualité France. Donc c'est un peu nouveau, ça n'existe pas. Je peux vous dire que ça n'existe dans aucun autre pays d'Europe. Donc on s'est innové en France aussi, France Qualité le fait. Et avec 15 indicateurs, nous donnons le pouls de la qualité en France. Alors on retrouve des éléments avec des bonnes nouvelles que vous venez de nous annoncer, parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans Calibor. Dans Calibor, on voit que les exportations françaises, c'est pas la bonne tendance. On voit que sur l'index de compétitivité mondiale, nous sommes que 21e dans le monde. Sur 138, c'est pas très brillant pour la position de la France. En termes d'innovation, il y a l'innovation scoreboard. La France est 11e dans les suiveurs, pas dans les leaders. Donc voilà, quelques exemples, mais aussi sur, on va dire, morale des troupes dans les entreprises. Donc quand j'entends, je vais en prendre quelques-uns, on veut aider les PME à l'export, on voit très bien que Calibor montre que c'est un des points d'amélioration. On voit bien sur l'innovation que les PME entre elles ne parlent pas assez, alors peut-être les ETI, mais beaucoup les PME, ça c'est un élément important. Quand j'entends parler de guichet unique, dans la qualité, je repréciserai un peu ce qu'on entend par le mot qualité, mais c'est aussi des processus fluides, des choses qui fonctionnent. Voilà, donc là, on a vraiment une amélioration de la qualité de service, puisque la qualité, voilà, je ne sais pas si tout le monde comprend bien, mais je voudrais bien que nos auditeurs comprennent. Derrière le mot démarche qualité, on a d'abord l'excellence des produits et des services. Quand vous achetez un frigo, une voiture, voilà, vous voulez que ça marche, ça dure, que ça corresponde à ce que vous voulez, qu'il soit beau, etc. C'est aussi l'excellence des services. Est-ce qu'à 10h, quand on aura terminé le bar de l'économie, cette émission, les auditeurs ils vont dire « Waouh, quelle super émission, c'était passionnant, voilà, je me suis amusé, j'ai appris des trucs. » Est-ce que c'est ça la qualité? C'est l'effet waouh, où on se dit « Je suis enchanté, c'était vraiment top. » Et ça, c'est plus que être satisfait. C'est être enchanté. Voilà, je suis ravi. Voilà, et j'ai envie de revenir parce que si je trouve que c'était une émission top, avec sans doute des gens brillants, voilà, et bien animés, on va se dire ok, j'ai envie d'écouter la prochaine demain. Donc ça c'est un élément important. C'est un élément. Donc ça c'est important dans la qualité. Effectivement, ces éléments de loi ils concourent. Je pense que ça fera pas tout. On voit bien que, par exemple, sur l'index de compétitivité, un des freins, vous l'avez cité, Alexandre, c'est la fiscalité, il faut des papiers, voilà. C'est pas simple. La qualité dit, on veut des processus fluides. Aujourd'hui, on veut tout de suite. Oui, bah oui. Voilà, je prends mon smartphone et puis, crac, j'ai une appli, j'ai machin, j'ai truc, je commande, on me livre un repas chez moi. Enfin, voilà, la qualité, c'est vraiment ça. Et en plus, je veux être informé. Je veux un SMS de « Ah, la réparation de ma voiture, elle en est où ?» Alors, c'est peut-être pas minute par minute à cœur ouvert comme si vous êtes opéré, mais c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est pour ça que France Qualité promeut la qualité au sens certes produit, service, mais les démarches qualité, c'est aussi 2 autres choses. C'est la performance des organisations, parce que les ETI ou les PME, oui, il faut vendre des produits top, mais il faut aussi gagner de l'argent quand même. Il faut faire des profits durables.
Donc ça veut dire qu'il faut, oui c'est quand même bien, dans les usines. C'est quand même important. Mais c'est quand même important si on veut durer en tout cas, si on veut que ces ETI, ces PME si on veut pouvoir se transformer et comment dire, rentabiliser son outil industriel, on est bien obligé de mettre de l'argent de côté, parce que la banque elle ne sera pas toujours là. Oui, de toute façon il n'y a qu'une seule manière de mourir, c'est effectivement de déposer le bilan, donc avoir d'argent en caisse, ça c'est toujours comme ça se finit comme ça. Donc ça c'est assez clair, donc il faut effectivement, et ça les démarches qualité c'est aussi économique, on veut que les entreprises de toute taille, les ETI, mais pas simplement, que les entreprises de toute taille vendent des produits topissimes et des services topissimes, mais en gagnant de l'argent durablement. Et enfin, les démarches qualité, ne l'oublions pas, c'est aussi des pratiques managériales. On n'a pas de qualité si on n'a pas une direction générale, des managers qui appuient ce changement. Vous citez le mot changement. Oui, les entreprises sont aujourd'hui amenées à se transformer. Alors oui, certes, on parle de l'ère digitale. Et dans notre congrès européen de la qualité des 21-22, on va beaucoup en parler, ça c'est assez clair, parce qu'il faut accompagner le changement, l'industrie du futur, qualité 4.0, c'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Oui, c'est-à-dire que vous voulez nous ramener un peu sur Terre, en fait, on est un peu trop dans les sphères de la transformation digitale. Non, ça, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Vous êtes ravi que votre livreur il vous dise que votre colis il est prêt, il va être livré, que ça. On est content de recevoir un SMS, mais vous ne faites pas waouh, j'ai reçu un SMS qui me dit où est mon colis. Par contre, quand vous appelez votre assureur pour savoir en est vos sinistres, d'avoir quelqu'un de passionné, plaisant, calme, compétent, qui est empathique en disant oui je comprends, votre voiture elle est en panne et ceci etc. On veut les deux. Donc oui il faut du digital, c'est ça, mais n'oublions pas que la qualité c'est aussi des êtres humains qui dialoguent, qui discutent, qui ont des émotions et qui ont de l'empathie, qui font aussi ce genre de choses. Donc les démarches qualité, c'est des systèmes, des référentiels internationaux, des choses comme ça. Oui, parce qu'on s'imagine plutôt que la qualité, ça va être ça, des référentiels dans une industrie où on va aller suivre toute la chaîne de fabrication. C'est plutôt ça. Non, mais c'est bien sûr, évidemment, c'est aussi ça. Comment mesurer et auditer. Non, voilà. On est bien d'accord. Mesurer, auditer. Il faut tout ça, il faut pouvoir prouver de plus en plus, parce que la réglementation est forte, il faut de plus en plus prouver qu'on a fait de la qualité voulue, etc. Donc, c'est aussi ça. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie. Mais il n'y a pas que ça, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui. On a appris quelque dimensions. chose aujourd'hui. Ouais, tant mieux. Venez au congrès, vous allez Alors, apprendre justement, d'autres. parlons du congrès. Qu'est-ce qui va-t-il se passer jeudi et vendredi à Paris ? Vous allez d'ailleurs nous rappeler l'adresse. Alors, ça se passe dans une belle école, les arts et métiers, à côté de la place d'Italie. Donc quand même une belle et vieille école, voilà, donc ça c'est super. Des murs, un amphithéâtre de 700 personnes dans Paris. Vous imaginez, c'est pas si simple que ça, plus plein de petits amphithéâtres. Voilà, des étudiants impliqués dans la qualité, un master d'ailleurs là-dessus. Donc ça se passe là, boulevard de l'Hôpital, 21 et 22 juin. Donc ça c'est super. Et c'est le 62e congrès européen de la qualité. Donc vous voyez. Mais ça fait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de congrès de la qualité ? Ah, alors, congrès européen en tout cas. Parce que des là, congrès européens, il y en a tous les ans, mais en France et à Paris, ça faisait 20 ans que nous n'avions pas organisé. Donc ça marque, et France Qualité en est fière, ça marque le retour de la France dans la qualité en Europe. Parce que oui, 20 ans, c'est quand même loin, donc j'espère que le prochain on le fera avant 20 ans. Déjà, il y a on le souhaite. Non, mais on le souhaite aussi. Déjà, donc là, alors ça s'appelle congrès européen, mais on a vraiment des gens du monde entier qui viennent. Donc là, on a plus de 325 personnes qui seront là, 22 pays, et porte de l'Europe, c'est assez clair. On a plus de 50 intervenants qui vont nous parler de la qualité sous toutes ses formes, quelle valeur ajoutée, comment on mêle qualité et digitalisation, mais comment le leader qualité, notamment auprès de la direction générale, arrive à faire transformer les entreprises. On voit bien ce qui se passe dans notre pays en ce moment, qu'il y a des transformations un peu difficiles, parce qu'il faut faire son deuil. Voilà, donc on est des accompagnateurs du changement, des catalyseurs du changement. Donc on va trouver des gens qui vont nous parler de ça. Bien sûr, des référentiels, mais aussi de l'innovation. Donc voilà. Et puis j'ai cru comprendre que vous alliez créer un think tank. Alors, nous avons déjà un think tank qui s'appelle Made in Qualité, qui vit depuis 3 ans. Tous les ans, nous publions le livre blanc de la qualité. Le tome 3 sort dans quelques jours. Et à chaque fois, j'anime 8 ou 10 commissions qui effectivement réfléchissent sur « Et demain, la qualité, ça sera quoi ?» Parce que le monde bouge, le monde évolue.
le monde se transforme, donc les démarches qualité bougent, se transforment, s'adaptent à la technologie, mais aussi, on voit un renouveau. Je vous parlais des émotions, quoi. Et dans quelle entreprise on parle d'émotions pour dire, bah oui, faites vivre des émotions à vos clients, parce qu'on est très humain, on a tous des émotions, et là, vous verrez comment ça se passe. Donc c'est vrai, parce que là, vous nous annoncez quand même une nouveauté, si je puis dire, en qualité. C'est que la qualité, ça n'est pas que du suivi de machine-outil, c'est aussi suivre des émotions. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Exactement, et suivre les émotions et accompagner les émotions des clients. Hein, il faut savoir que nous vivons 22 000 moments par jour en tant qu'être humain, et que, oui, vous ne le saviez pas, mais... Donc, non, on ne savait pas. Merci beaucoup pour le chiffre. Mais c'est ça, et votre cerveau et votre cœur mémorisent les moments importants de votre journée et de votre vie tout court. Et plus l'émotion est forte, positive ou pas, plus vous mémorisez. Vous vous souvenez du super dîner en vacances, etc. Mais vous vous souvenez aussi du super mauvais moment parce que votre fournisseur, alias ETI, plus petite entreprise, finalement n'était pas prêt à l'heure. Ou par exemple, vous allez dans un centre commercial, je ne vais pas citer de marque bien sûr, et vous sortez pas par la bonne sortie et vous vous faites insulter alors que vous n'avez rien dans les mains, on comprend pas pourquoi. Vous n'avez rien fait et là, et vous n'avez pas envie de ça. Non. Voilà, donc bien entendu, la qualité, les démarches qualité que nous évoquons lors du congrès, ce sont des référentiels, des démarches, et on a besoin de partager ça, mais pas que. Est-ce que vous mettez un référentiel européen ou international en commun finalement ? Alors, il y a, alors évidemment, certains... Les bonnes pratiques, j'allais dire. Il y a les bonnes pratiques. Alors, il y a un référentiel mondial, international, qui s'appelle l'ISO 9001, qui existe depuis 1988, et qui permet de se faire certifier. Voilà, donc il y a un peu plus de 1 300 000 certificats dans le monde, 23 404 en France. C'est précis. Oui, c'est précis, oui, c'est ça. Alors, c'est précis, et dans Calibre, on dit, bon, alors c'est précis, la tendance, malheureusement, est un peu à la baisse en France. L'Italie en a 165 000, 6 fois plus. L'Espagne, 2,7 fois plus. Donc voilà, donc ça devrait nous inciter à dire, peut-être qu'on se bouge un peu quand même en France. Certes, il n'y a pas que le nombre de certificats, il y a d'autres indicateurs, mais ça, c'est quand même un élément important. On a en Europe un autre référentiel qui s'appelle le FQM, qui était un référentiel effectivement European Foundation for Quality Management, qui permet effectivement à une entreprise et à une équipe de direction de s'auto-évaluer. Et j'en suis où dans l'excellence sur une échelle de 1000 points. Les best in class, les meilleurs ont 750 points. Voilà, si vous avez 350, quand la prochaine ETI s'évalue à 325, 350, vous dites j'ai encore plein de progrès. Donc oui, il y a ce genre de référentiel. Et c'est intéressant de partager, ce congrès est l'occasion de partager des bonnes pratiques, ce qui a marché. Et ce qui a marché, vous comprenez bien, en Chine, en Russie, en France ou en Pologne, c'est pas la même chose. Les Chinois sont très actifs, alors on parle beaucoup de Made in China, et pensons pas toujours à des produits de qualité. Je peux vous dire qu'il y a une politique qualité chinoise de transformation énorme pour passer de Made in China à Created in China. Et là, ça change tout. On ne veut pas simplement être des fabricants avec une qualité pas toujours au rendez-vous, mais on veut aussi être des créateurs, donc ils seront là aussi pour nous en parler. On a une belle délégation chinoise, c'est pour ça que je disais qu'on dépasse l'Europe. On a des Américains, on va également, c'est l'occasion de signer un partenariat avec le mouvement qualité québécois. Nos amis francophones, c'est assez sympa, ils sont très dynamiques. Et donc voilà un point que nous allons faire. La première journée de Feel the New Quality Way, le slogan c'est Vive la qualité nouvelle, comme atout de la compétitivité en Europe. Alexandre Montet en parlait, c'est un élément important. Et donc c'est là où nous allons dérouler un certain nombre de choses, y compris sur la responsabilité sociétale des entreprises, parce que les entreprises, les ETI aussi, c'est un élément important par rapport à ça. Et la deuxième journée est consacrée au leader qualité. Alors, cet homme ou cette femme, des fois un peu mal connu, mais il fait quoi le responsable qualité dans l'entreprise ? C'est vrai. On se dit, le DRH, on voit ce qu'il fait, le directeur financier, on voit il fait les comptes et tout, mais le directeur qualité, il fait quoi dans l'entreprise ? C'est un vrai agent du changement, transformateur, il faut qu'il soit architecte de système, si j'ose dire, mais aussi un communicant, voilà. Donc la deuxième journée, c'est le leader qualité, un rôle clé, notamment pour le futur. Les entreprises doivent se transformer de plus en plus vite, de plus en plus profondément, et le leader qualité a un vrai rôle auprès de la direction générale. Ça, c'est important, et nous en parlerons tout au long de la deuxième journée. Merci beaucoup Patrick Mongelon de nous avoir présenté ce qui va se passer à ce congrès jeudi et vendredi.
On va tout de suite passer aux infos du jour de Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, première info, il n'y a pas d'âge pour être un chef. Filet mignon de porc, sauce yakitori et cacahuètes accompagné de gratin de dauphinois, poulet pané et son cœur fondant, cendres et choucroute du capitaine Zouri. J'en vois qui rigolent, mais ces plats qui font saliver les papilles juste à leur évocation ont tous été finalistes du concours Les Petits Chefs de Scolarest, donc spécialiste de la restauration des établissements d'enseignement et des collectivités. Donc c'est le 13 juin dernier que sous le regard attentif du chef Yoni Saada, demi-finaliste du concours Top Chef 2013 quand même, que des élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont affrontés dans des conditions similaires aux célèbres jeux télévisés. Les finalistes ont eu 1h30 pour réaliser leur plat et dresser 4 assiettes, c'est quand même pas mal. Cette année, Paul Bréant a remporté le premier prix grâce à son plat lasagne du jour qui a su séduire les jurés. Peut-être un talent de demain dans le monde fermé de la gastronomie. Merci beaucoup Jérôme. Seconde info. Même les patrons prennent des vacances, mais sur une période courte. 89% des entrepreneurs français déclarent partir en vacances. C'est d'ailleurs le mois d'août qu'ils préfèrent à plus de 58%. Arrive ensuite le mois de juillet, loin derrière, avec seulement 22%. Ils partent, mais pas longtemps. Les patrons ne passent pas tout l'été sur la plage, malheureusement. En effet, ils sont 39% à ne prendre que 2 semaines de vacances et 26% une semaine uniquement. Rares sont ceux qui ont la chance de partir 3 semaines en tout. Alors en vacances, oui, mais ils restent connectés. Donc 45% des personnes interrogées avouent tout de même consulter leur mail au moins une fois par jour, si ce n'est plusieurs fois par jour, 32% d'entre eux. Enfin, les vacances, c'est bien, mais le boulot, c'est mieux. 88% sont contents de retourner travailler. Leurs salariés sont-ils aussi enthousiastes de les retrouver? L'histoire ne le dit pas. Merci Jérôme, on vous retrouve dès demain. Merci Alexandre Montet et Patrick Longilon d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette très belle émission sur l'économie et la loi Pacte et le congrès qualité. Chers auditeurs, on vous retrouve dès demain pour un autre sujet. En attendant, on se quitte toujours en jazz avec Christian Morin et son quartet. Ah bah, c'était passionnant votre émission. Très bien.